Salut à tous. Backseat, c'est le talk show d'actualité politique sur Internet. Si tu veux soutenir l'émission, n'hésite pas à cliquer sur le lien dans les descriptions pour faire un don du montant que tu veux ou alors pour faire un don mensuel. Petite chose intéressante déjà aujourd'hui, vous êtes sur le plateau de Backseat à l'heure qu'il est, vous étiez dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale avant, vous y retournez après. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, c'est la niche parlementaire des socialistes à l'Assemblée nationale. La niche parlementaire, c'est ce petit jour dans l'année que le groupe maîtrise en termes d'agenda, d'ordre du jour. Et donc, c'est l'occasion pour un groupe de faire adopter, ou en tout cas essayer, de faire adopter des propositions de loi. Comment ça s'est passé aujourd'hui pour votre groupe, les socialistes ? Pour l'instant, ça s'est très bien passé. On a eu 3 votes favorables pour 3 propositions de loi qui sont très chouettes. Donc 3 propositions de loi socialistes ont été adoptées aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Tout à fait. C'est quoi ces 3 propositions de loi ? Alors la première, c'est sur la vie chère dans les Outre-mer. Ok. La deuxième, c'est sur le ratio patient, en fait, soignant. Donc de mieux gérer en fait le ratio entre les patients et les soignants, donc d'avoir plus de patients, de soignants tout simplement. Et la troisième, c'est le repas à 1 €, c'est la mienne. C'est la vôtre que vous avez déposée, défendue dans l'hémicycle tout à l'heure. Félicitations, du coup, vous avez réussi à faire adopter une loi à l'Assemblée nationale. Carrément. En première lecture. Il faut que ça continue à faire son petit bonhomme de chemin, le Sénat, tout ça. Mais en tout cas, c'est une forme de victoire politique. Parlons-en quand même de l'autre sujet pour lequel on a voulu vous inviter, parce que ce début d'année 2025, la gauche, le nouveau Front populaire, a déposé une motion de censure contre le gouvernement de François Bayrou. Motion de censure que n'a pas voté le groupe socialiste à l'Assemblée nationale. 66 députés à l'Assemblée nationale sont socialistes et l'écrasante majorité d'entre eux n'ont pas voté cette motion de censure avec le reste de leurs camarades de gauche, à l'exception de 7 députés socialistes. 8 députés socialistes, dont vous. Et c'est aussi pour ça qu'on voulait vous recevoir sur le plateau de Backseat ce soir. Vous avez décidé de censurer François Bayrou. Pourquoi ? Alors, déjà, on va commencer par le commencement. 8 députés, ça fait 12%. C'est pas 12% du groupe socialiste a voté la censure. C'est pas rien, c'est pas énorme, mais c'est pas rien non plus. C'est pas énorme non plus. Et c'est pas rien non plus. D'accord. Alors, pourquoi j'ai censuré le gouvernement Bayrou ? Pour moi, c'est pas une motion de censure, en fait, c'est une motion de sursaut. Il faut se réveiller, quoi. Il y a un moment où il doit y avoir une pression sur ce gouvernement pour vraiment l'alerter que le PLF, le projet de loi de finances, il va pas dans le bon sens. Il va pas dans le bon sens déjà de l'époque de Barnier, mais alors là, il y a les coupes sur des coupes, et là, c'est catastrophique. Et puis, je vais vous donner des exemples. Le sport, là, c'est catastrophique. On était déjà à 260 millions de coupes budgétaires, ils nous en rajoutent 130, etc., etc. Donc, moi, j'avais alerté que j'avais des lignes rouges, et j'en avais une, la réforme des retraites. Alors, pourquoi ? Parce que moi, je suis députée socialiste de Seine-Saint-Denis. Seine-Saint-Denis, département le plus pauvre de France métropolitaine. Seine-Saint-Denis, où il y a une concentration de gens qui sont de simples ouvriers, les plus précaires. 2 ans de vie en plus, 2 ans de travail en plus, c'est 2 ans de vie en moins, c'est simple. Les gens vivent peu longtemps par rapport au cadre, beaucoup moins longtemps. Et moi, la réforme des retraites, je ne l'ai pas digérée, et tous les Français ne l'ont pas digérée, hein, mais je voulais un gel de la réforme des retraites. Et pour moi, c'était aussi une façon de dire, bon, on arrête tout, ceux qui doivent partir à la retraite partent dès le mois de janvier et on discute. Sauf que ça ne s'est pas passé comme ça, c'est on discute et ensuite, dans 3 mois, on voit. Alors, je tiens à dire que c'est quand même quelque chose d'important, la discussion. Pourquoi ? Parce que Macron, c'est son totem, la réforme des retraites. C'est la réforme Borne. Et que pour lui de Vous croyez qu'elle va donner quelque chose, cette discussion ? Je ne sais pas, mais en tout cas, de rouvrir la discussion, c'est quelque chose d'important. C'est quelque chose de... Pour moi, c'est une avancée. Par contre, elle est insuffisante. Vous l'avez dit vous-même, vous êtes député de Seine-Saint-Denis. Est-ce qu'on ne peut pas penser aussi que trivialement, vous avez intérêt à ne pas avoir de candidats insoumis face à vous à la prochaine élection dans votre circonscription ? Parce que là, vous risquez de la perdre, votre circonscription, si vous avez la France insoumise. Alors, oui et non. Alors, j'ai des collègues... D'abord, la Seine-Saint-Denis, c'est que des députés de gauche. Aujourd'hui. Ouais. Il n'y a que des députés. 12 circonscriptions de gauche. C'est important de le dire parce que ce n'était pas le cas avant 2022. Dans les 12 circonscriptions, on a 8 circonscriptions insoumises, 2 écologistes, non, alors ça fait un peu moins, d'ailleurs je ne suis pas bonne en calcul là, 2 écologistes, 2 communistes, 1 socialiste, donc ça fait 5, et donc
7 circonscriptions insoumises. Vous êtes la seule socialiste de Seine-Saint-Denis. Et je suis la seule socialiste de Seine-Saint-Denis parce que c'était la seule circonscription qui avait été fléchée socialiste. Donc vous avez intérêt à voter avec le reste Non, mais moi, c'est parce que vous ne me connaissez pas. Moi, je ne fonctionne pas par intérêt. Moi, je fonctionne par ce que je crois, par les vraies valeurs qui pour moi, je suis une femme de gauche. Et mes valeurs, c'est l'union de la gauche. Ça l'a toujours été. J'ai grandi à Montreuil, qui est une ville communiste. Et à l'époque, j'étais déjà socialiste et je tractais pour les communistes, pour que Jean-Pierre Brard reste maire et puis ensuite, maintenant, pour le nouveau maire. Donc, c'est comme ça. Je suis génétiquement comme ça. Maintenant, on peut me targuer d'avoir pensé des petites pensées électorales ou je ne sais quoi. Moi, je suis prof. J'adore mon métier. À la dissolution, je suis retournée dans mon établissement, leur faire coucou, leur dire je reviens. Il n'y a aucun souci. Émilien ? Oui, c'est-à-dire que donc, dans les points finalement d'achoppement au sein même de la gauche qui justifiaient pour les gens qui ont voté la censure le fait que c'était évident, donc qu'il a moins été pour vos camarades socialistes, il y avait donc la réforme des retraites, dont je me pose la question de quelle est la position du PS aujourd'hui, parce que beaucoup de paroles ont été dites, abrogation, gel, suspension, voilà, tandis que, bon, par exemple, la LFI est pour l'abrogation pure et simple. Et deuxièmement, c'est la présence dans le gouvernement, notamment de deux ministres, Bruno Retailleau et Gérald Darmanin, avec les options politiques qu'on connaît, qui a priori sont quand même radicalement opposées à ces deux autres. Donc comment est-ce que, pour rester sur le deuxième point, comment vous expliquez que ça n'ait pas apparemment posé tant de problèmes que ça à certains camarades, et qu'est-ce qu'il faudrait pour réveiller un petit peu l'affaire ? Moi, je ne suis pas là pour faire le service après-vente de la censure ou de la non-censure. Mais ce que je peux vous dire, c'est que, pour moi, on a eu un programme commun qu'on a fait très vite, mais il y avait déjà un programme commun de la NUPES. Donc, c'est le deuxième programme commun. Le programme du NFP, on l'a tous validé et on est parti en campagne sur ce programme. Il dit abrogation de la réforme Borne, retour à la réforme Touraine. On s'arrête là, point barre. Il n'y a plus d'autres discussions. S'il y en a d'autres, c'est que je n'ai pas compris les règles du jeu. Le but du gel, c'était en attendant l'abrogation. Mais les socialistes sont pour l'abrogation de la réforme des retraites. Et ça, je vous parle en tant que socialiste et pas en tant que minoritaire dans un groupe politique. Deuxièmement, pour moi, c'est épidermique d'avoir au banc Darmanin et Retailleau, et surtout Retailleau. Au banc, ça veut dire dans le gouvernement. Oui, ça veut dire dans le gouvernement. C'est les deux premiers bancs en fait, de l'Assemblée sont dédiés aux membres du gouvernement. C'est épidermique, mais pour moi, c'est rédhibitoire, puisque en plus Retailleau a une dent contre les Algériens et que moi je suis binationale, donc déjà ça complique les choses. Ouais. Mais la réalité, c'est que mes collègues, quand ils n'ont pas censuré, ils ont eu des arguments et ils ont dit on ne censure pas sur un discours de politique générale, on censure sur des actes. Quand Retailleau va déposer, je ne sais pas, un amendement sur le PLFSS sur l'AME, ouais. Et là, ça sera des actes. Là, on va se dire, non, c'est pas possible. C'est une ligne rouge pour le Parti socialiste et pour le groupe socialiste. Donc les avancées, ce que les socialistes semblent avoir obtenu, la lettre de Bayrou, etc. Donc ça vous a pas convaincu plus que ça. Mais pour autant, d'ailleurs, qu'est-ce qu'ils ont obtenu à ce moment-là ? De quoi ou ça vous plaisait déjà pas, mais qu'est-ce qu'ils avaient obtenu ? C'était quoi les arguments ? Après, on a appris que Hollande aussi avait appelé Bayrou. Comment ça s'est négocié ? Alors, déjà, je ne sais pas comment ça s'est négocié, mais je sais ce qu'on a obtenu. On a obtenu les 4000 postes, c'est-à-dire la non-suppression des 4000 postes. Et le Sénat est déjà revenu là-dessus ? Il est revenu partiellement, et puis il y a la CMP après. Donc, tant qu'il n'y a pas la CMP, on ne sait pas ce qui va se passer. Ça, c'est la nouvelle position du gouvernement, pas de suppression des 4000 postes. Pas de suppression. La position d'Elisabeth Borne dans l'article du Parisien était quand même claire. Quand ils sont clairs, il faut le dire. C'était non-suppression des 4000 postes. On a obtenu aussi des avancées sur le non-déremboursement de certains médicaments, ce qui est quand même super important. Parce que quand on va à la pharmacie et qu'on achète une boîte de médicaments 8 €, on retourne chez soi et on reste malade. Après, c'est des avancées sur des reculs. C'est-à-dire, il n'y aura pas de recul. Donc, c'est pas des avancées. Je suis d'accord avec vous, mais oui. Vous savez, quand on est député, quand on siège, ça donne froid dans le dos quand on entend on va dérembourser une liste de médicaments, de 70 médicaments. Parce qu'on sait ce qui va se passer. Voilà. Et
ça, oui, c'est bien sûr que c'est une avancée c'est un non-recul, on est d'accord. C'est pas une avancée. Mais la réalité, c'est que la lubie de Kasbarian, quand il dit « Allez hop, 3 jours de carence pour tous les fonctionnaires », moi, mes collègues m'ont tous envoyé des SMS, j'en ai reçu des milliers, en me disant « Fatia, attends, esprit de corps, toi aussi, tu as été fonctionnaire, il faut pas laisser passer ça. » Voilà. Donc oui, mais leur projet, il est funeste. Donc qu'ils soient revenus un peu sur un projet funeste, c'est quand même positif. Est-ce que vous pensez qu'Olivier Faure s'est fait avoir ? Parce que entre les avancées... Moi, je l'ai senti amer à la tribune de l'Assemblée nationale, puisque semble-t-il, dans le discours de politique générale de François Bayrou a dit assez peu de choses de ce qu'il aurait dealé en réunion avec les responsables socialistes. Et Olivier Faure, lui, en a beaucoup voulu, l'a fait remarquer d'ailleurs dans son discours. On a l'impression qu'Olivier Faure s'est fait avoir par François Bayrou, qu'il est maintenant pieds et poings liés avec un gouvernement qui lui a donné quelques miettes, et que ça n'a pas beaucoup d'avenir. Et on a l'impression que Bayrou est très content de son coup. Ouais. Alors Bayrou, la déclaration de politique générale était nulle. Elle était nulle. Enfin, elle montrait un niveau déjà... et politiquement, c'est pas ma tasse de thé. Barnier, c'est encore moins ma tasse de thé. Il y avait quand même un peu plus de relief. Bon, le truc sur les poireaux, là, ça vous a pas... Le truc sur les élèves qui sont des poireaux et tout, ça vous a pas convaincu? Non. Oui, moi, l'agriculture et l'éducation nationale, ça fait pas bon ménage pour moi. Mais bon, après, chacun son truc. Il a été très mauvais et il n'a rien dit des avancées que les socialistes avaient obtenues, même si elles n'étaient pas très importantes, il y en avait. C'est pour ça qu'on lui a demandé une lettre. Il s'est exécuté, il a fait sa petite lettre. Bon. Olivier Faure, il a accepté la position du groupe. Donc il est allé à la tribune dire la position du groupe. Après, l'amertume, la non-amertume, on est dans un milieu politique. Donc soit on accepte de défendre... En fait, c'est le groupe socialiste. Est-ce que le groupe socialiste s'est fait avoir ? C'est ça ma question, en fait. C'est à moi que vous posez... non, mais justement, je sais que vous, en l'occurrence, vous avez refusé la position du PS et vous avez voté la censure alors que le PS a décidé de discipline collective de ne pas la voter. Donc c'est pour ça, je vous pose la question à vous, pourquoi avez-vous voté cette censure alors que votre parti ne l'a pas voté ? Je ne pense pas que le groupe socialiste se soit fait avoir. Je pense que c'était réfléchi, que le but c'était de rester en discussion avec le gouvernement et de ne pas claquer la porte. Moi, je suis d'avis qu'on peut censurer et continuer à discuter. Pourquoi ? Parce que quand on censure, je vous dis, c'est ça, c'est la motion de sursaut. C'est, attention, moi je vous mets de la pression. Je ne suis pas là pour être à aucun moment, je n'ai de connivence, puisque je continuerai à discuter avec vous. Enfin, je continue à discuter, mais je censure pour vous dire, le gouvernement ne me plaît pas. 1, 2, le PLF va être une catastrophe. Le PLF, c'est le budget. Est-ce que vous pensez que les socialistes, du coup, sont peut-être aussi taraudés par le fait que si eux se mettent à censurer directement Bayrou, ils mettent le gouvernement de Bayrou, comme celui de Barnier avant, dans les mains du RN ? Oui. C'est ça les scrupules qu'ils ont eus, c'était ça ? Je pense que ce gouvernement Bayrou a décidé de discuter avec la gauche. Pour nous, c'était important d'entrer dans les discussions. Les écologistes et les communistes l'ont fait aussi. C'était important d'entrer en discussion et c'était aussi une façon de dire si on entre en discussion, ils n'iront pas discuter avec le Rassemblement national. En tout cas, c'est un argument. On a fait des petits calculs avec le chat la semaine dernière. On a calculé qu'il fallait une petite vingtaine de députés socialistes qui censurent pour que une motion de censure passe. Si d'aventure le RN et ses alliés le votaient également. Il paraît, j'ai appris dans le journal de l'Opinion, qu'il y a un groupe WhatsApp qui existe qui s'appelle l'Amicale de la censure. Constitué des députés socialistes favorables à la censure. Qui choisit ce genre de nom, franchement ? C'est sympa. Non, en vrai, il est pas mal, déjà, le nom. Vous en faites partie, évidemment, de ce groupe WhatsApp. J'espère que l'ambiance est bonne à l'intérieur. Il y a combien de membres dans ce groupe WhatsApp ? Eh bien, écoutez, alors d'abord, oui, je fais partie du groupe WhatsApp. J'ai aucun problème. Mais je fais partie d'autres groupes WhatsApp, hein, attention. Oui, non, mais je sais. On discute avec tout le monde. Vous êtes aussi dans le groupe général socialiste député. Et dans d'autres encore. Je discute, moi, je suis OK pour discuter. Par contre, ce que je n'apprécie pas, c'est que le journal L'Opinion, il sous-entend que ce seraient les députés qui auraient envie à nouveau de censurer. C'est pas ça. Ah, c'est pas sûr ? Non, enfin, c'est pas ça, c'est pas l'objectif. Ce groupe WhatsApp, c'est des députés ont censuré, ont hésité, ont eu envie de censurer. Il faut retrouver notre position à gauche. Attention, il y a urgence de réfléchir, il y a urgence de rediscuter ensemble avec aussi les autres groupes politiques. Voilà, c'est pas le groupe gadget, j'appuie sur le bouton censure sans arrêt, c'est pas ça.
Non, je comprends un peser en interne aussi pour... L'opinion, ça disait un peu ça. Oui, mais ça, c'est nos amis de l'opinion. Mais ce que je voulais vous demander, c'est, soyons clairs, est-ce que vous allez censurer le budget gouvernement de François Bayrou sur le budget? Je vais vous décevoir, j'en sais rien. J'attends la CMP. Je ne suis pas quelqu'un... Je n'ai pas d'a priori sur le budget et comment il sera au final. Là, aujourd'hui, je peux vous dire clairement, ce budget, il ne me convient absolument pas. Alors, c'est catastrophique même, plutôt. Mais j'attends la CMP, j'attends de voir les amendements qui vont être retenus. La politique, c'est un peu au dernier moment, en réalité. On a vu effectivement que... Alors, encore une fois, ça ne répond pas à la question de est-ce que le PS s'est fait avoir ou pas dans les négociations. En tout cas, on a vu que le Parti socialiste faisait monter la pression. Olivier Faure, Philippe Brun, d'autres sont montés dans les tours en demandant davantage de concessions à François Bayrou, en faisant monter un peu les enchères. Existe-t-il un monde dans lequel le groupe socialiste finalement vote la censure de François Bayrou au moment du budget ? Mais bien sûr que oui. 3 semaines après ne pas l'avoir censuré sur la politique. Évidemment, mais j'espère bien. Sinon, si il y a des prérequis, à quoi ça sert de faire de la politique et de discuter? Il n'y en a pas. Bien sûr que l'objectif, c'est d'abord de rester unis au groupe socialiste, c'est important, et ensuite de voir si on censure ou si on ne censure pas. Mais il y a les deux options. Ça avait été dit à la tribune aussi par Boris Vallaud, je crois. Oui, la censure est sur la table. Qui avait dit on garde le doigt sur le bouton de la censure pour la suite. Ariane? Oui, j'ai lu l'interview de Carole Delga dans Le Monde tout à l'heure. Globalement, c'était oui, il faut quand même faire des économies, la gauche du gouvernement, remettons François Hollande, parce que ça avait si bien marché la première fois, et globalement, rupture avec LFI, et elle rapproche Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. Ah oui. Ouais. C'est Carole Delga, quoi. Voilà, c'est Carole Delga. Mais Carole Delga, opposante à Olivier Faure en interne, qui néanmoins, dans cette interview, lui reconnaît d'avoir discuté avec Bayrou et elle trouve ça très bien. Ouais. Et parce qu'il voulait censurer à la base Faure et apparemment, il a changé d'avis en cours de route. C'est ce que j'ai lu. Ouais, moi aussi. Ariane, du coup, donc Carole Delga, moi, j'ai rien, pas de question, donc on en pense quoi? Ouais, ma question, non mais parce que et Hollande. Ouais, franchement, c'était vraiment épuisant et non mais parce que vous avez dit vous êtes une femme de gauche, mais du coup, vous êtes sûr que vous êtes dans le bon parti? Alors moi, ouais, c'est direct. C'est très bien. Alors, je vais répondre à Delga, Hollande, bon parti. Ça, on fait tout. Moi, j'aime le Parti socialiste. Moi, je sais pourquoi je suis socialiste. Et je suis rentrée au Parti socialiste quand Nicolas Sarkozy a décidé de faire un ministère de l'immigration. Je me suis dit, là, il faut que je m'engage en politique. Les communistes, je les connaissais bien à Montreuil. Ça ne me convenait pas. Il y avait quelque chose qui me dérangeait, un esprit de corps unique où il y avait un décideur qui avait toujours... le chef a toujours 95%, on ne sait pas d'où il les sort. Brard. On parle des communistes de Montreuil. Non, mais d'accord, ok. Je ne parle pas des communistes de Montreuil, je parle des communistes en général. Il y avait quelque chose qui me dérangeait pour rentrer au Parti communiste. Donc je suis rentrée au Parti socialiste. Et puis, pour moi, le Parti socialiste, c'est le parti de Jaurès. C'est le parti de Jaurès qui s'est mis aux côtés des ouvriers, qui s'est battu avec les syndicats pour avoir des avancées pour les ouvriers. Pour moi, je suis restée là. C'est ce parti-là. Mais aujourd'hui... C'est aussi François Hollande. Les autres, ils ont... Ouais. Donc, je réponds. D'où la deuxième question de la... François Hollande est un député, comme n'importe quel autre député. Il est député d'une circonscription de Corrèze. Et pour moi, c'est tout. Ça n'est pas notre secrétaire national. Et ça n'est pas notre président de groupe. Et c'est important de le dire, c'est important de le rappeler. Il a un bilan quand même. Il a une audience aussi qui est extraordinaire, c'est-à-dire il a une chambre d'écho formidable, chacune de ses déclarations, il fait énormément de médias. Il l'utilise. Il insiste énormément sur la rupture avec LFI, avec Mélenchon. D'ailleurs les deux, de toute façon tu les lances, ils se chient. C'est 30 ans de... voilà, on sent qu'il y a un truc à régler, mais du coup lui en a fait un peu une question, un axe prioritaire, aidé en cela par les questions des journalistes. On voit qu'LFI, vous devez le constater aussi, LFI est mis au banc de la vie politique, exclu très volontiers par tous les journalistes de l'arc républicain et par les politiques aussi et par Renaissance également. Est-ce qu'il ne s'agit pas aujourd'hui de résister aussi à ça Moi, je trouve que d'exclure les insoumis de la société, ça n'est pas un programme politique. Non, mais ça a l'air d'être celui de Hollande. Un programme politique. Donc, les collègues qui en font leur obsession, je leur dis clairement, ça n'est pas un programme politique. Proposez un programme de gauche et vous verrez qu'il y a des gens qui vous suivent. Arrêtez de parler des uns, des autres, des distensions, des disputes, la gauche de gouvernement, ça suffit en fait. Ou aller à la place publique ?
Pardon ? Ou aller à place publique. Qui doit aller à place publique ? Ces gens-là, précisément. Ah, d'accord. Je crois qu'ils tiennent tous au Parti socialiste, autant que moi, c'est ça le problème. Oui. Mais par contre, moi, je partirai pas. Vous souhaitez qu'ils partent ? Non, je ne dis pas ça. Je dis qu'il y en a qui sont partis, qui sont revenus. Oui, c'est vrai. Il y en a qui l'ont évoqué. Anne Hidalgo l'a évoqué. Je reviens sur le parti quand même, parce qu'il y a aussi la question du Congrès. Voilà, il y a aussi la question du Congrès qui est posée. J'ai entendu dire par Olivier Faure qu'il allait organiser un congrès avant l'été prochain. C'est l'engagement qu'il a pris. Le Congrès, je rappelle que c'est l'Assemblée générale du parti. Voilà, les adhérents votent pour les tendances internes du parti, pour la direction générale du parti, en élisant des délégués, etc. Est-ce que Olivier Faure joue aussi son avenir politique personnel à la tête du parti ? Oui. Évidemment. Oui, il joue, bien sûr. Ça explique aussi. D'abord, il a quand même fait 2 mandats de secrétaire national. C'est vrai. C'est une réalité. Moi, Olivier Faure, c'est un ami. Pour moi, il a remonté le parti. On est enfin revenu sur notre gauche. On a eu du mal. Ça a été long, ça a été difficile. Donc, il est hors de question que Olivier Faure ne soit pas à nouveau candidat déjà, ou en tout cas notre ligne. C'est absolument important que la ligne de l'union de la gauche, les socialistes qui sont dans une gauche unie avec les insoumis, n'existe plus. Ça serait très compliqué. Là, je me reconnaîtrais plus dans mon parti. Émilien ? Oui, alors il y a une question qui en fait est un peu en suspens dans l'atmosphère quelque part avec ce gouvernement Bayrou, c'est celle de la proportionnelle. Proportionnelle, c'est pas une revendication absolument historique des socialistes, pas la première, mais dans le programme du NFP, figure l'idée de la proportionnelle, qui est défendue aussi par le RN et vis-à-vis de laquelle la Macronie se dit à peu près ouverte. Et donc se pose la question de est-ce qu'avant éventuelle élection anticipée, il y aurait cette proportionnelle. La question c'est quelle proportionnelle est-ce qu'on défend ? J'ai pas beaucoup vu de détails. Alors certains ont lancé des propositions, pour les écologistes à apporter la loi, etc. Le RN, on sait qu'ils sont pour une proportionnelle très bizarre, où on met 30% de prime au premier, ce qui veut dire qu'il n'y a rien de proportionnel du tout. Et par ailleurs, ça a aussi des enjeux vis-à-vis de l'union de la gauche, parce qu'une proportionnelle intégrale, nationale, et généralement, c'est peu favorable aux unions, parce que chacun y va et récolte ses points. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire un peu au PS quelle serait la proportionnelle qui serait portée, ou de ce que vous pourrez discuter éventuellement avec les partis collègues ? Moi, je suis vraiment inquiète, parce que je crois que la politique et la politique intelligente, elle se fait sur le temps long. Nous, on n'a pas mené de réflexion ces dernières années sur la proportionnelle sérieuse. On est en train de le faire, hein. On est en train d'avoir des groupes de travail sur la proportionnelle et dans les autres pays, comment ça se passe. Est-ce que ça serait favorable pour nous ou pas ? Voilà. On est en train de le faire, mais on vient de commencer. Donc si Bayrou décide d'un seul coup d'engager la seconde et de proposer un projet de loi sur la proportionnelle ficelé, tout prêt, qui ferait plaisir au Rassemblement national, semble-t-il, je suis inquiète. Alors je vais vous donner un exemple de mon département, la Seine-Saint-Denis. Si les élections des députés se font à la proportionnelle, le RN a un député en Seine-Saint-Denis. Au moins. Oui. Parce que moi, dans ma circonscription, ils font 28%. Oui. Voilà. Donc déjà, ça, c'est un indice. Et il faut le prendre en compte. Et ensuite, regarder sur le territoire national ce que ça peut donner. Je précise que vous devez partir du plateau à 21h30. Et j'aimerais qu'on parle de repas à 1 euro quand même. Attendez, c'était ma transition. J'avais encore une petite question un peu générale. Vas-y, continue. Juste une petite question un peu générale, parce que je me souviens aussi d'une ambiance. On parlait de Carole Delga. À un moment, l'aile droite du PS, on va dire, la gauche bourgeoise pro-business, à un moment, se réjouissait de l'arrivée au pouvoir de d'autres, ils disent sociodémocrates, ils disent. Donc d'autres sociodémocrates dans le monde. Aujourd'hui, on voit Scholz qui va partir là en Allemagne, Starmer qui est en grande difficulté en Angleterre, les démocrates aux États-Unis qui se sont fait rétamer, le tout avec l'extrême droite qui pèse. Est-ce que vous pensez qu'à ce moment-là, au moment où la gauche réarrivait au pouvoir dans quelques pays, on se rengorgeait aussi au Parti socialiste en disant, voyez, il y a une place pour notre gauche social-démocrate, et puis là on voit qu'elle se fait balayer, qu'elle va se faire balayer dans pas longtemps, que ça ne prend pas. Est-ce que c'est perçu par des gens aussi au PS en se disant, peut-être qu'il est l'heure de faire vraiment la gauche de rupture, ce qu'avait sans doute été un petit peu la réflexion au moment de la NUPES. Voilà, il faut changer de gauche. Est-ce que cette réflexion se poursuit là ? Est-ce qu'on a arrêté de se faire des illusions sur ces questions ?
La question que vous me posez, si vous me la posez à moi, déjà je vais répondre moi. Après, je parlerai des discussions des socialistes. Moi, je suis inquiète parce que j'ai l'impression que les gens votent pour plus de radicalité, mais dans tous les sens. C'est-à-dire vers la gauche et vers la droite, et vers l'extrême droite. Ça m'inquiète parce que j'ai pas l'impression que des gens votent vraiment pour des programmes, pour des changements de société. J'ai l'impression qu'ils votent pour des chocs. C'est-à-dire comment on va choquer la société. Comment on va faire un électrochoc et changer de registre. C'est quoi Non, c'est juste c'est quoi l'électrochoc parce que la France Insoumise, vous dites à gauche et à droite, mais je veux dire, en vrai, le programme de la France Insoumise, c'est pas un programme dingo, quoi. C'est un programme de gauche. J'ai absolument pas dit que c'était un programme dingo. Non, mais parce que vous dites électrochoc. D'accord, je ne suis pas insoumise, mais quand même. Non, mais j'ai dit que les gens qui allaient aux urnes cherchaient de l'électrochoc. Et c'est une réalité, c'est-à-dire je vais parler de Jordan Bardella, comme ça on va se mettre d'accord. Oui, alors là, mais très bien. Moi, les habitants de Rosny-Gagné-Villemomble, quand ils sont allés dans l'isoloir, ils ont voté Jordan Bardella, alors que le candidat, c'était un certain, je dirais même pas son nom parce que je vais pas me rabaisser à dire son nom, c'était un gars que personne ne connaissait et on n'avait jamais vu sa tête. Il est arrivé de Montreuil, il a été parachuté à Rosny, et puis maintenant il habite à Rosny. Les gens, quand ils sont allés dans l'isoloir, ils ont beaucoup de jeunes, parce que moi, comme j'ai été prof très longtemps, je parle beaucoup avec les jeunes. Ils me disent, moi j'ai voté pour le TikToker. Ils cherchent un truc différent, autre chose. Pas de faire de la politique comme nous on entend, chercher autre chose. C'est-à-dire le problème, c'est les jeunes ? Non, mais le TikToker, il a eu beaucoup de voix. Alors après, parce qu'il est TikToker ? Alors il y a cela. Et puis après, il y a les racistes, bien sûr, il y a une clientèle pour le Front National. C'est pour ça qu'ils sont 80 députés. Moi, j'ai l'impression que la politique, comme moi je l'entends, elle vend plus, elle est plus vendeuse. Oui, c'est vrai. Maintenant, est-ce que les groupes politiques, est-ce que le Parti socialiste doit travailler là-dessus ? Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Il va falloir des TikTokers aussi. Non, mais et qui racontent un peu de choses intelligentes. C'est pas à cause de TikTok. S'il y a la montée du fascisme dans tous les pays du monde, c'est pas parce qu'il y a TikTok. Non, excusez-moi, ça marchait déjà très bien avec la télé. Le programme de Trump, qu'est-ce que c'était le programme de Trump ? C'était beaucoup d'argent. TikTok. Non, attendez. Pas TikTok, mais Twitter, oui. Un petit peu. Un petit peu quand même. Mais non, mais il avait déjà gagné une première fois avant. En effet, il y a un vent pour l'extrême droite qui est aussi largement porté par les intérêts économiques qui trouvent ça très intéressant. Donc justement, peut-être qu'aujourd'hui, allez, je fais un petit raisonnement marxiste un peu de base. Peut-être que le capital est en train de se retourner et de trouver que la solution, y compris la solution sociale libérale, à l'européenne et tout, est une solution un petit peu dépassée, notamment pour avoir l'adhésion des masses. Et peut-être que c'est ça dont Trump est le nom, c'est-à-dire une autre façon, un autre style, une autre incarnation, une autre manière de créer un lien avec des gens pour qu'ils votent pour vous alors que vous n'allez pas du tout faire un programme économique qui va dans leur sens. Ils ont trouvé cette nouvelle formule-là. Combien de temps avant qu'en France, ils se disent la même chose et que nos grands capitalistes se retournent et se mettent à soutenir des leaders d'extrême droite qui vont mentir, etc. Donc, oui, de toute façon, ça sera soit ce modèle, soit un modèle de rupture à gauche. Moi, je suis pour la rupture à gauche. Moi, personnellement, je suis élu de Seine-Saint-Denis, j'ai grandi en Seine-Saint-Denis, je ne peux pas être pour autre chose que pour la rupture à gauche. Émilien ? Alors, donc, vous avez porté une loi sur les repas à 1 euro qui avait déjà été portée en 2023, qui avait échoué à une voix près. Celle d'Éric Ciotti. Ah, je dénonce. Et bien d'autres. Mais... Non, à une voix près, Éric Ciotti est arrivé en courant pour appuyer sur le bouton. Bon, écoutez, comme quoi il peut courir. À l'époque, les macronistes à droite étaient plus nombreux. Il se trouve qu'apparemment, il n'était pas très présent aujourd'hui sur les bancs de l'Assemblée. En tout cas, vous avez réussi à faire ça, qui effectivement était entre autres une réponse à ces files d'étudiants en banque alimentaire qui est absolument scandaleuse. Et en lisant une de vos justifications dans la presse de cette loi-là, je trouvais un propos très intéressant qui était les étudiants et autres jeunes évidemment ne doivent pas dépendre de leurs parents pour vivre et faire leurs études. Et effectivement, il y a de nombreux jeunes qui, ne serait-ce que doivent travailler pour faire leurs études. J'en ai moi-même enseignant à la fac, comme tous les profs de fac ont des élèves qui parfois peuvent pas assister à certains cours parce que on leur a demandé de venir en dernière minute. Donc c'est des choses où on se dit c'est pas normal. Quelle est l'étape d'après finalement pour cette autonomisation des jeunes? Quelque chose qui a beaucoup été discuté, c'est le RSA.
il existe un RSA jeune qui est très restrictif, que c'est que pour les actifs depuis un certain temps ou les gens qui ont 2 enfants. Est-ce que, contrairement à ce que veut le gouvernement, il faudrait généraliser le RSA à 18 ans ou même envisager des revenus étudiants comme c'est dans d'autres pays, notamment nordiques? Enfin, comment est-ce qu'on fait pour que les étudiants soient des citoyens adultes et pas juste des gens qui dépendent de leurs parents? Et s'ils sont pas riches, tant pis pour eux. Oui. Bon, déjà, on va peut-être commencer par le commencement, c'est-à-dire... moi, je vois que les étudiants ont faim aujourd'hui, en fait. Et c'est quand même le plus urgent, c'est de se nourrir. Ils ont faim. 36% des étudiants déclarent avoir déjà sauté, souvent ou de temps en temps, un repas. Par faute d'argent. Par manque d'argent. Par manque d'argent, c'est important. Oui. Et la genèse, en fait, de cette proposition de loi, elle est simple. Moi, j'ai enseigné à l'UPEC, donc la fac de Créteil, pendant 4 ans, pendant le Covid. Et là, j'ai vu que mes étudiants ont sombré dans la pauvreté. C'est-à-dire que ceux qui avaient les moyens sont rentrés chez papa-maman très rapidement. Et puis les autres, ils sont isolés dans leur chambre d'étudiants. Les crous étaient fermés pendant quelques semaines. Les magasins étaient fermés. Et donc, il y avait des colis alimentaires ou rien. Et en réalité, cette situation, elle n'a pas tellement changé là, maintenant, tout de suite. Et il fallait faire quelque chose. Donc, cette proposition, elle vient bien sûr des syndicats étudiants. C'est tout simple. Moi, quand j'ai été députée en 2022, j'ai reçu tous les syndicats étudiants. UNEF, FAGE, Union étudiante à l'époque, c'était un autre nom. J'ai reçu toutes les associations d'aide aux étudiants et ils m'ont dit repas 1 euro, repas 1 euro. Donc ça vient de là. Donc on va dire la victoire, elle est à eux, elle est pour eux. Moi, je suis quelqu'un de tenace. Je suis prof, donc, je répète. Et il y a un moment où mon groupe a accepté que je me mette dans la niche une première fois, une deuxième fois. Et aujourd'hui, c'est la victoire. Bon, déjà, c'est important. Après, en réalité, la situation, elle est catastrophique. C'est-à-dire que les étudiants sont mal logés, les étudiants mangent mal, les étudiants sont mal chauffés. Avant-hier, je suis allée à une raclette à 1 euro. C'est-à-dire que l'association Copain, qui est une association d'aide aux étudiants, a fait une grande raclette pour 1 euro pour tous les jeunes. 300 jeunes se sont inscrits. Il n'y avait pas assez de raclette? Il y en avait. Ils avaient fait tout ce qu'il fallait. Ils ont créé un petit restaurant qui s'appelle La Copine, où justement les jeunes viennent manger à bas prix. Et puis surtout, ils viennent se sociabiliser, parce que quand on est pauvre, on est seul. La réalité, c'est qu'il y a d'énormes problèmes de logement, énormes. Moi, je vois des jeunes qui dorment dans leur voiture. Je n'avais jamais vu ça en Île-de-France. Il y a des problèmes d'électricité. Moi, j'ai une jeune fille qui m'a dit je paye 95 € par mois pour me chauffer, et en plus, j'ai froid. Ces 95 €, je ne peux pas les mettre dans autre chose. Donc, d'abord, je paye mon loyer, ensuite, mon électricité et puis mes charges, et après, je mange. Voilà. Donc, et en réalité, ils mangent quoi? Des pâtes au mieux. Donc, oui, il y a un gros souci de précarisation de la jeunesse. Et moi, je trouve qu'un pays comme la France devrait bien réfléchir à comment on traite la jeunesse. Parce que ça va nous revenir en boomerang. 1. 2, je ne comprends pas. Alors vraiment, excusez-moi, pourtant, je suis d'origine latine, méditerranéenne. Mais je vais vous expliquer pourquoi je dis ça. Je ne comprends pas pourquoi les étudiants ne sont pas défamiliarisés. C'est-à-dire pourquoi ils n'ont pas leur propre déclaration de revenus. Pourquoi je vous dis ça? Parce que dans tous les pays du Nord, ils ont leur déclaration de revenus. À 18 ans, c'est un adulte. Point barre. En France et dans tous les pays du Sud, l'Italie, l'Espagne, l'enfant, il reste sous tutelle jusqu'à ce qu'il bosse. Je reviens sur votre loi du repas à 1 euro. C'est quoi la suite du processus pour cette loi? Parce qu'elle va passer au Sénat. Le Sénat a peu de chances de l'adopter. Alors, déjà, il faut qu'elle arrive au Sénat. Il faut qu'un député de gauche la porte dans une niche. Bon, on en a. Le groupe PS, oui. On en a. Et ensuite, il faudrait qu'elle soit votée. La difficulté, c'est que les LR ne voteront pas cette loi en l'état. Mais en 2023, quand j'avais déposé la proposition de loi, les LR voulaient être constructifs. Donc, ils ont proposé des choses. Ils ne vont pas voter contre comme ça directement. Ils ont dit, voilà, on peut faire des amendements sur... bon, d'accord, tout le monde mange pour 1 euro, mais il faut donner de son temps aux crous. Voilà. Il y avait... Oui, non, mais... moi, ça s'appelle du travail au noir. Hein. Oui, c'est exactement ça. Mais bon. Je sais pas, ils ont conditionné la nationalité aussi. Oui, le fait qu'il y ait déjà des repas à 1 euro, c'est déjà le pied dans la porte. Maintenant, c'est la généralisation et ils vont y mettre des conditions. Je pense que c'est important déjà. Cette victoire à l'Assemblée, elle est importante. Mais bien sûr, le parcours, il est loin d'être fini. Ça, c'est une réalité.
Et puis pour le RSA jeune, nous, on est pour une allocation autonomie. Boris Vallaud avait déjà déposé une proposition de loi en 2021 ou 2022. Bien sûr qu'on veut à nouveau la porter. Là, vu l'état des finances de la France, on va le faire, hein, mais pas tout de suite, pas en 2025 ou en 2026. Et c'est aussi dans le programme du NFP. Vous voyez, moi, je suis assez fidèle au programme. C'est dans le programme du NFP. Oui, c'est vrai. On verra du coup la suite de ce programme. On arrive à la fin de notre interview. Vous devez retourner déjà dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Bah oui, puisque visiblement ça se vote à une voix près parfois, donc c'est l'occasion. Il faut arriver avant Éric Ciotti là. Merci beaucoup Fathia Kelloua Hachi d'avoir accepté notre invitation sur le plateau de Backseat. Au revoir.